Saviez-vous que chaque année en Europe, plus de 250 000 adultes disparaissent sans laisser de traces? Parmi eux, 15% ne sont jamais retrouvés. Mais ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a tout abandonné pour défier ces statistiques. Je m'appelle Marc Rousseau. Vous regardez, leçon tirée d'une longue vie. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Chaque semaine, nous partageons des récits authentiques qui nous rappellent ce qui compte vraiment dans l'existence. Henri Dubois se tenait devant la baie vitrée de son Penthouse, le regard perdu sur la Méditerranée qui scintillait sous les derniers rayons du soleil de septembre. À 67 ans, cet homme aux cheveux argentés parfaitement coiffés possédait tout ce dont la plupart des gens rêvent. Son empire immobilier s'étendait de Monaco à Cannes, 12 hôtels de luxe, 3 casinos, une flotte de yachts qui faisait l'envie de la jet-set internationale. Mais ce soir-là, dans le silence de son appartement de 400 mètres carrés, Henri ressentait un vide que tous ces millions ne pouvaient combler. Il porta à ses lèvres un verre de Château d'Yquem 1990, un hectare à 800 € la bouteille, mais le goût lui sembla fade. Sur la table basse en marbre de Carrare, 3 téléphones portables clignotaient sans relâche. Des investisseurs de Dubaï, des architectes de Londres, des avocats de Genève. Tous voulaient une part de son attention, de son génie des affaires. Pourtant, Henri n'arrivait pas à détacher son regard de la photo posée sur la cheminée. Camille, sa fille unique, souriait à l'objectif lors de son diplôme de Sciences Po, 3 ans plus tôt. Ses yeux verts pétillaient de cette intelligence vive qu'elle tenait de sa mère, mais aussi de cette distance qu'Henri n'arrivait plus à franchir depuis. Depuis quand ne s'était-il pas vraiment parlé? La dernière conversation remontait à 6 semaines. Un appel froid, protocolaire. « Bonjour papa, tout va bien, et toi ?» 15 minutes d'échange sur la météo, ses projets professionnels qu'elle évoquait vaguement, ses questions polies sur ses affaires. Puis ce silence gênant qui s'installait toujours, comme un mur invisible entre eux. Henri ferma les yeux et se souvint de l'époque où Camille était petite. Elle courait dans les couloirs de son premier hôtel, le Majestic de Nice, qu'il venait d'acquérir après des années de sacrifice. Elle avait alors 8 ans et l'appelait « Papa Roi » parce qu'il portait toujours des costumes impeccables et que tout le monde s'inclinait devant lui. « Papa Roi, raconte-moi encore comment tu as acheté le château », disait-elle en grimpant sur ses genoux dans son bureau. Mais les années avaient passé. Les affaires s'étaient multipliées. Les voyages, les négociations, les acquisitions. Henri avait construit son royaume pierre par pierre, mais quelque part en chemin, il avait perdu sa princesse. Le décès de sa femme, Élisabeth, 8 ans plus tôt, avait creusé le fossé. Camille lui reprochait de ne pas avoir été assez présent pendant la maladie, d'avoir continué à travailler même quand les médecins avaient annoncé le diagnostic fatal. « Tu choisis toujours tes affaires avant nous », lui avait-elle lancé le jour de l'enterrement. Ces mots résonnaient encore dans sa tête chaque nuit. Henri se dirigea vers son bureau en acajou massif, où s'étalaient les contrats de son prochain projet, un complexe hôtelier de 50 millions d'euros à Saint-Tropez. Sur le papier, c'était le deal de sa carrière. Dans la réalité, cela représentait 6 mois de plus sans voir sa fille, 6 mois de plus à repousser cette conversation qu'il devait avoir depuis trop longtemps. Il saisit son téléphone personnel et composa le numéro de Camille. Une sonnerie. 2. 3. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Camille. Laissez-moi un message, je vous rappellerai, peut-être. Cette pointe d'humour dans sa voix lui serra le cœur. Quand avait-il cessé de la faire rire? Camille, c'est papa. J'aimerais qu'on se voie bientôt. J'ai des choses importantes à te dire. Rappelle-moi quand tu peux. Il raccrocha et retourna vers la baie vitrée. En bas, les lumières de Nice commençaient à s'allumer, créant un tableau féerique. Ces hôtels brillaient comme des joyaux le long de la promenade des Anglais. Tout cet empire qu'il avait bâti pour offrir le meilleur à sa famille. Mais à quoi bon posséder le monde si on perd ce qu'on a de plus précieux? Henri ne le savait pas encore, mais dans moins de 12 heures, un appel allait bouleverser sa vie à jamais. Un appel qui le forcerait à faire un choix qu'il n'avait jamais imaginé devoir faire. Le téléphone sonna. Henri sursauta et regarda l'écran, numéro inconnu. Il décrocha machinalement. « Monsieur Dubois ? » ?»« Oui, c'est moi. Ici le commissaire Moreau, police judiciaire de Paris. Il faut que nous parlions de votre fille. » Le monde d'Henri bascula en une fraction de seconde. « Votre fille a été signalée disparue hier soir par sa colocataire », continua le commissaire Moreau d'une voix professionnelle mais empreinte de gravité.
Mademoiselle Camille n'est pas rentrée chez elle depuis avant-hier. Nous aimerions vous rencontrer le plus rapidement possible. Henri sentit ses jambes se dérober sous lui. Il s'agrippa au rebord de son bureau, le verre de vin glissant de sa main libre pour se briser sur le marbre italien. Disparu? Mais, comment ça disparu? Monsieur Dubois, je préfère vous expliquer les détails en personne. Pouvez-vous vous rendre à Paris dans les plus brefs délais? Henri regarda sa montre, 21h30. Son jet privé pouvait décoller dans l'heure. Je serai là demain matin à la première heure. Mais Henri ne put attendre le matin. À 23h15, il était dans sa Bentley, fonçant sur l'autoroute A8 vers Paris. 8 heures de route dans la nuit, 8 heures à ressasser 1000 scénarios, chacun plus terrifiant que le précédent. Ses mains tremblaient sur le volant de cuir. Lui, l'homme qui négociait des millions sans sourciller, qui gardait son sang-froid face aux requins de la finance internationale, était en train de s'effondrer. Quand avait-il parlé à Camille pour la dernière fois? Vraiment parlé? Il se souvenait maintenant. C'était il y a 6 semaines, cet appel froid et distant. Elle lui avait dit qu'elle travaillait sur un projet important, mais avait éludé quand il avait voulu en savoir plus. Tu ne comprendrais pas, papa, avait-elle murmuré avec cette pointe d'amertume qu'il connaissait si bien. Pourquoi n'avait-il pas insisté? Pourquoi avait-il raccroché en se disant qu'il la rappellerait plus tard? Plus tard, ce mot qui avait gouverné toute sa relation avec sa fille. Henri arriva à Paris à 7 heures du matin, les yeux rougis par l'insomnie et l'angoisse. Le commissariat du 11e arrondissement grouillait déjà d'activité. Le commissaire Moreau, un homme de 50 ans au regard fatigué mais bienveillant, le reçut immédiatement. Monsieur Dubois, asseyez-vous. Je vais être direct avec vous. Henri s'installa sur la chaise en plastique, lui qui n'avait pas quitté les fauteuils en cuir depuis des décennies. Rien dans ce décor spartiate ne lui était familier, et pourtant, il n'avait jamais été aussi concentré de sa vie. Votre fille a été vue pour la dernière fois avant-hier soir vers 19h, quittant son lieu de travail dans le 10e arrondissement. Elle devait retrouver des amis pour dîner, mais ne s'est jamais présentée au restaurant. Sa colocataire, Léa Martin, s'est inquiétée quand Camille n'est pas rentrée de la nuit. Son lieu de travail? Henri fronça les sourcils. Je pensais qu'elle travaillait dans une société de conseil. Le commissaire consulta ses notes avec un air surpris. Non, monsieur. Votre fille travaille pour l'association Pont d'Espoir, une ONG qui aide les réfugiés et les demandeurs d'asile. Elle y est coordinatrice depuis 8 mois. Henri sentit le sol se dérober sous ses pieds pour la 2e fois en 12 heures. Il ne savait rien. Absolument rien de la vraie vie de sa fille. Nous avons fouillé son appartement avec l'accord de sa colocataire, continua Moreau. Rien ne semble avoir été volé, mais nous avons trouvé des éléments troublants. Le commissaire sortit un sac plastique contenant un téléphone portable. Ce n'est pas son téléphone habituel. C'est un second appareil, avec une carte SIM prépayée. Les derniers appels remontent à avant-hier, vers 18h. Des numéros à l'étranger, Allemagne, Pologne, Roumanie. Henri fixa l'objet comme s'il s'agissait d'une bombe. Et il y a autre chose. Moreau lui tendit une enveloppe Kraft. Nous avons trouvé ça dans un tiroir fermé à clé de sa chambre. Elle contenait 15 000 € en liquide, des passeports de différentes nationalités, et 7 lettres. Henri ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. L'écriture de Camille, cette calligraphie élégante qu'Élisabeth lui avait enseignée, dansait devant ses yeux embués. Si vous lisez cette lettre, c'est que quelque chose m'est arrivé. Je ne peux pas expliquer tout maintenant, mais sachez que ce que je fais est juste. Les gens que j'aide méritent une chance. Papa, si tu lis ceci un jour, pardonne-moi de ne pas avoir pu te dire la vérité. Tu as toujours vécu dans un monde où tout s'achète. Moi, j'ai découvert un monde où tout se donne. Je t'aime, mais je ne peux plus faire semblant d'être la fille que tu voulais que je sois. Henri relut la lettre 3 fois avant que les mots prennent sens. Sa fille, sa petite princesse, menait une double vie depuis des mois. Elle aidait des réfugiés, manipulait de l'argent liquide, possédait de faux papiers. Et lui ne savait même pas qu'elle avait changé de travail. Monsieur Dubois? La voix du commissaire lui sembla venir de très loin. Votre fille vous a-t-elle déjà parlé de menaces? De personnes qui auraient pu lui vouloir du mal? Henri secoua la tête, incapable de parler. Comment aurait-il pu savoir? Il ne connaissait rien de sa vie, rien de ses amis, rien de ses combats.
Nous allons bien sûr poursuivre l'enquête, mais je dois vous dire que dans ce type d'affaires, les premières 48 heures sont cruciales. Et nous les avons déjà dépassées. Henri se leva brusquement, une détermination nouvelle dans le regard. Je veux voir son appartement. Maintenant? Monsieur, je ne suis pas sûr que ce soit. Commissaire, Henri planta son regard dans celui du policier, retrouvant l'autorité qui lui avait permis de bâtir son empire. C'est ma fille. Je veux voir où elle vivait, comprendre qui elle était devenue. 30 minutes plus tard, Henri se tenait dans le petit appartement de Camille, rue Oberkampf. 40 mètres carrés sous les toits, une vue sur les cheminées parisiennes, des meubles chinés, des livres partout. Rien à voir avec le luxe dans lequel il l'avait élevé. Sur le bureau, des photos qu'il ne connaissait pas, Camille entourée d'enfants réfugiés, Camille distribuant des repas, Camille serrant dans ses bras une femme en larmes. Sa fille rayonnait sur ces clichés d'une façon qu'il ne lui avait jamais vue. Henri ouvrit le tiroir de la commode. Sous des vêtements simples, il trouva un carnet. L'écriture de Camille couvrait les pages. 15 mars, aider Amara et ses 3 enfants à obtenir un hébergement d'urgence. Elle m'a dit que j'étais un ange. Si elle savait que mon père possède des hôtels vides. 22 avril, papa m'a encore appelé pour me parler de ses affaires. Comment lui dire que je passe mes journées à aider des gens qui fuient la guerre? Comment lui expliquer que l'argent qu'il dépense pour un dîner pourrait nourrir une famille pendant un mois? 3 juin, reçu une menace aujourd'hui. Quelqu'un sait que nous aidons les passages clandestins. Je devrais peut-être arrêter, mais comment abandonner ces gens? Henri s'effondra sur le lit de sa fille, le carnet serré contre sa poitrine. Sa petite fille était en danger, et il ne savait même pas par où commencer pour la retrouver. Mais ce qu'Henri ignorait encore, c'est que Camille avait laissé d'autres indices. Des indices qui allaient le mener bien plus loin qu'il ne l'imaginait, dans un monde qu'il ne soupçonnait pas. Henri ne quitta pas l'appartement de Camille pendant 3 jours. Il avait annulé tous ses rendez-vous, reporté indéfiniment la signature du contrat de Saint-Tropez, et pour la première fois en 40 ans de carrière, éteint son téléphone professionnel. Ses associés s'affolaient, ses avocats le harcelaient, mais Henri s'en moquait éperdument. Il fouillait chaque recoin de la vie de sa fille avec l'acharnement d'un détective privé. Léa Martin, la colocataire de Camille, était une jeune femme de 26 ans aux cheveux roses et aux yeux perçants. Elle observait Henri avec un mélange de méfiance et de pitié depuis qu'il s'était installé dans le salon, transformant la table basse en quartier général de fortune. « Vous savez, monsieur Dubois, dit-elle en lui apportant un café le 3e matin, Camille parlait souvent de vous. » Henri leva les yeux des documents étalés devant lui, relevés bancaires, planning de l'association, carte de l'Europe annotée de la main de sa fille. Vraiment? Qu'est-ce qu'elle disait? Léa s'assit en face de lui, hésitante. Elle vous admirait, vous savez. Votre réussite, votre détermination. Mais elle disait aussi que vous viviez dans 2 mondes différents. Que vous ne pourriez jamais comprendre pourquoi elle avait choisi cette vie. Henri sentit une douleur familière lui serrer la poitrine. Elle avait peut-être raison. Non, Léa secoua la tête avec conviction. Regardez ce que vous faites maintenant. Vous avez tout abandonné pour la retrouver. C'est exactement ce qu'elle aurait fait pour vous. Ces mots donnèrent à Henri la force de continuer. Il avait déjà engagé 3 détectives privés différents, mais leur méthode lui semblait trop lente, trop prudente. Henri était habitué à obtenir des résultats immédiats. Dans le monde des affaires, quand on voulait quelque chose, on l'achetait. Quand on avait un problème, on le résolvait avec de l'argent et des relations. Mais sa fille n'était pas un contrat à négocier. Le 4e jour, Henri reçut un appel de Marcus Weber, le meilleur détective privé d'Europe, un ancien agent d'Interpol qu'il avait contacté la veille. « Monsieur Dubois, j'ai du nouveau. Votre fille était effectivement impliquée dans un réseau d'aide aux réfugiés, mais pas seulement en France. Nous avons retracé ses mouvements, elle s'est rendue en Allemagne il y a 3 semaines, puis en Pologne il y a 15 jours. » Henri griffonna frénétiquement les informations. Pourquoi faire? D'après nos sources, elle aidait à organiser des passages sécurisés pour des familles fuyant la guerre. Mais il y a un problème, monsieur. Ce type d'activité attire l'attention de groupes peu recommandables. Des trafiquants qui voient d'un mauvais œil la concurrence humanitaire. Le sang d'Henri se glaça. Vous pensez qu'elle a été enlevée? C'est une possibilité. Mais j'ai une autre théorie. Et si votre fille était partie volontairement? Si elle avait découvert qu'elle était en danger et avait décidé de disparaître temporairement?
Henri raccrocha et fixa le mur couvert de photos de Camille. Sur l'une d'elles, elle souriait en tenant dans ses bras un petit garçon aux grands yeux noirs. Au dos, elle avait écrit « Ahmed, 6 ans, a fui la Syrie avec sa maman. Il rêve de devenir pilote d'avion. » Sa fille avait un cœur immense. Trop immense pour son propre bien. Henri prit une décision qui aurait paru folle à quiconque le connaissait, il allait partir à la recherche de Camille lui-même. Pas en envoyant des détectives ou en restant dans son bureau à passer des coups de téléphone. Il allait suivre ses traces, comprendre son monde, marcher dans ses pas. Le lendemain matin, Henri se rendit au siège de Pont d'Espoir, dans le 10e arrondissement. L'association occupait un local modeste au rez-de-chaussée d'un immeuble défraîchi. Rien à voir avec les bureaux luxueux auxquels il était habitué. Sarah Ben Ali, la directrice de l'association, était une femme de 40 ans au regard fatigué mais déterminé. Elle accueillit Henri avec une méfiance palpable. « Monsieur Dubois, je ne sais pas ce que Camille vous a dit sur notre travail, mais… » « Elle ne m'a rien dit », l'interrompit Henri. « C'est bien le problème. » Sarah l'observa un moment, puis sembla prendre une décision. « Suivez-moi. » Elle le conduisit dans une salle où une vingtaine de personnes de tous âges étaient assises autour de table. Des cours de français, comprit Henri. Des réfugiés qui apprenaient la langue, aidés par des bénévoles. Votre fille coordonnait tout ça, expliqua Sarah. Mais aussi bien plus. Elle organisait l'hébergement d'urgence, les démarches administratives, et… Sarah hésita. Et quoi? Les passages sécurisés. Quand les voies légales ne suffisaient pas, Camille trouvait des solutions. Elle avait un réseau de contacts dans toute l'Europe. Henri comprenait maintenant les numéros étrangers, l'argent liquide, les faux papiers. Elle était en danger? Depuis quelques semaines, oui. Elle avait reçu des menaces. Des gens qui ne voulaient pas qu'elle continue son travail. Sarah sortit son téléphone et montra à Henri une photo, Camille entourée d'une famille de réfugiés devant un bus. Cette photo a été prise il y a un mois en Pologne. Camille accompagnait personnellement les familles les plus vulnérables. Elle disait que c'était sa mission. Henri sentit une fierté douloureuse monter en lui. Sa fille était courageuse, généreuse, engagée. Tout ce qu'il avait oublié d'être en construisant son empire. Monsieur Dubois, Sarah posa sa main sur son bras. Si vous voulez vraiment aider Camille, il faut que vous compreniez une chose, elle ne reviendra pas à sa vie d'avant. Ce qu'elle fait ici, c'est sa véritable vocation. Henri hocha la tête, une résolution nouvelle dans le regard. Alors aidez-moi à la retrouver. Et apprenez-moi à comprendre son monde. Cette nuit-là, Henri fit ses valises. Pas les valises de cuir italien qu'il emportait habituellement en voyage d'affaires, mais un simple sac à dos qu'il avait acheté dans un magasin de sport. Il avait étudié les cartes, contacté les associations partenaires de Pont d'Espoir en Allemagne et en Pologne. Il allait suivre la route de Camille, étape par étape. Mais Henri ne savait pas encore que cette quête allait le mener bien plus loin qu'il ne l'imaginait. Dans un camp de réfugiés perdu au cœur de l'Europe de l'Est, sa fille l'attendait sans le savoir. Et ce qu'il découvrirait là-bas changerait à jamais sa vision de la richesse et du bonheur. Henri n'avait jamais voyagé en train de seconde classe. Assis sur la banquette usée du Berlin-Varsovie, son sac à dos posé à ses pieds, il observait le paysage défilant derrière la vitre sale. Champs de blé à perte de vue, petites gares délabrées, visages fatigués des voyageurs. Un monde qu'il n'avait jamais pris le temps de voir depuis les hublots de son jet privé. Cela faisait maintenant 2 semaines qu'il suivait les traces de Camille à travers l'Europe. Berlin d'abord, où il avait rencontré Klaus Müller, coordinateur d'une association partenaire. L'homme lui avait confirmé le passage de sa fille 3 semaines plus tôt. « Votre Camille, c'est une femme exceptionnelle », avait dit Klaus dans son français approximatif. Elle a aidé 15 familles à trouver refuge. Mais elle était inquiète, très inquiète. Elle parlait de menaces, de gens dangereux. Puis Cracovie, où Anna Kowalski, une bénévole de 60 ans, lui avait montré des photos de Camille distribuant des repas dans un centre d'accueil. Elle travaillait jour et nuit, se souvenait Anna. Mais elle regardait souvent par-dessus son épaule, comme si quelqu'un la suivait. Maintenant, Henri se dirigeait vers Bucarest. Sa dernière piste. Marcus Weber, son détective, avait localisé le dernier appel passé depuis le téléphone secret de Camille, un camp de réfugiés à la périphérie de la capitale roumaine. Henri ferma les yeux et repensa à sa conversation téléphonique avec son associé principal la veille. « Henri, tu es devenu fou ?
Ça fait 3 semaines que tu as disparu. Le contrat de Saint-Tropez nous file entre les doigts, les investisseurs de Dubaï menacent de se retirer, et toi tu joues les détectives amateurs en Europe de l'Est. Gérard, avait répondu Henri d'une voix calme qu'il ne se connaissait pas, ma fille vaut plus que tous nos contrats réunis. Ta fille? Henri, elle a 28 ans. Elle fait sa vie. Tu ne peux pas tout abandonner pour. Henri avait raccroché. Pour la première fois en 40 ans, l'argent et les affaires lui semblaient dérisoires face à l'essentiel. Le train arriva à Bucarest à 18h30. Henri prit un taxi qui l'emmena à travers une banlieue industrielle désolée, puis s'arrêta devant un portail gardé par 2 hommes en uniforme. Camp de réfugiés de Militari, annonça le chauffeur. Henri paya et descendit, son cœur battant la chamade. Et si Camille était là? Et si elle était blessée? Et si? Il présenta ses papiers aux gardes et expliqua qu'il cherchait sa fille. L'un d'eux, qui parlait un français correct, le conduisit vers les baraquements préfabriqués. Beaucoup de bénévoles français ici, expliqua le garde. Mais une jeune femme blonde, très active, partie il y a une semaine. Henri s'arrêta net. Partie? Où ça? Elle a dit qu'elle devait rentrer en France. Mais elle avait l'air, comment dire, effrayée. Henri sentit son estomac se nouer. Il était arrivé trop tard. Le garde le conduisit vers une femme d'une 50aine d'années qui dirigeait le camp, Ioana Popescu. Ah, le père de Camille, s'exclama-t-elle en français. Elle m'a beaucoup parlé de vous. Vraiment? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Ioana hésita, puis décida d'être directe. Qu'elle vous aimait mais qu'elle ne pouvait pas vous parler de son travail. Que vous veniez de 2 mondes différents. Henri encaissa le coup. Où est-elle maintenant? Suivez-moi. Ioana le conduisit vers un baraquement isolé au fond du camp. À l'intérieur, une vingtaine de lits de camp, des affaires personnelles éparpillées, l'odeur de désinfectant et de fatigue. Camille dormait là, dit Ioana en désignant un lit près de la fenêtre. Elle refusait d'aller à l'hôtel en ville. Elle voulait partager les conditions de vie des réfugiés. Henri s'assit sur le matelas fin et regarda autour de lui. Sur la table de nuit improvisée, il aperçut un carnet ouvert. L'écriture de sa fille. 15 octobre, papa me manque. J'aimerais lui expliquer pourquoi je fais ça, mais comment lui faire comprendre que l'argent qu'il gagne en une journée pourrait sauver des centaines de vies? Comment lui dire que j'ai honte de notre richesse quand je vois ces familles qui n'ont rien? Henri continua à lire, les larmes aux yeux. 18 octobre, reçu un message menaçant aujourd'hui. Ils savent que je suis ici. Je dois partir, mais comment abandonner ces gens? Papa, si tu lis ça un jour, sache que j'aurais voulu être la fille dont tu pouvais être fier. Mais je ne pouvais plus faire semblant. Monsieur Dubois? Henri leva les yeux. Ioana le regardait avec compassion. Votre fille est partie hier soir. Mais elle n'est pas rentrée en France. Henri sentit son sang se glacer. Où est-elle? Dans un camp plus petit, à 2 heures d'ici. Un endroit plus discret, plus sûr. Elle coordonne l'évacuation d'urgence de 50 familles menacées d'expulsion. Ioana lui tendit un papier avec une adresse griffonnée. Mais monsieur, je dois vous prévenir, Camille a été très claire. Elle ne veut voir personne de sa vie d'avant. Elle dit qu'elle a fait son choix. Henri plia le papier et le glissa dans sa poche. On verra bien. 2 heures plus tard, après un trajet chaotique sur des routes défoncées, Henri arrivait devant un camp de fortune installé dans une ancienne usine désaffectée. Pas de garde, pas de portail officiel. Juste des tentes et des baraquements de fortune éclairés par des projecteurs de chantier. Henri avança dans la boue, son costume de luxe complètement déplacé dans ce décor de désolation. Des enfants couraient entre les tentes, des femmes faisaient la cuisine sur des réchauds de camping, des hommes discutaient en petits groupes. Et soudain, il la vit. Camille était agenouillée près d'une tente, pansant la jambe blessée d'un petit garçon. Ses cheveux blonds étaient attachés en queue de cheval, elle portait un jean troué et un pull usé. Henri ne l'avait jamais trouvée aussi belle. Camille. Elle leva les yeux et son visage se figea. Surprise, colère, tristesse, toutes les émotions défilèrent en quelques secondes. Papa? Qu'est-ce que tu fais là? Henri s'approcha lentement, comme s'il craignait qu'elle s'enfuit. Je te cherche depuis 3 semaines. Camille se releva, les mains tremblantes. Tu n'aurais pas dû venir. Tu ne comprends pas ce qui se passe ici.
Alors explique-moi. Pour la première fois depuis des années, Henri regardait vraiment sa fille. Il voyait la fatigue dans ses yeux, mais aussi une détermination qu'il ne lui connaissait pas. Il voyait la femme qu'elle était devenue, loin de l'image qu'il s'en faisait. « Papa, dit-elle d'une voix brisée, je ne peux pas rentrer. »« Pas maintenant ? Ces gens ont besoin de moi. » Henri regarda autour de lui, les familles entassées dans des conditions précaires, les enfants qui jouaient malgré tout, les bénévoles qui s'activaient sans relâche. Et pour la première fois de sa vie, Henri Dubois comprit ce que signifiait vraiment être riche. « Alors je reste avec toi, dit-il simplement. Camille le regarda, incrédule. « Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu as ton empire, tes affaires. Mes affaires peuvent attendre. Toi, tu es ma fille. Et si c'est ici que tu as choisi d'être, alors c'est ici que je veux être aussi. » Mais Henri ne savait pas encore que cette décision allait changer sa vie à jamais. Que dans ce camp de fortune, il allait découvrir une richesse qu'aucun de ses millions ne pourrait jamais acheter. Henri Dubois n'avait jamais dormi sur un matelas de camping. Cette première nuit dans le camp, allongé sur un lit de fortune dans la tente commune des bénévoles, il écouta les bruits qui l'entouraient, les pleurs étouffés d'un bébé, les murmures inquiets des parents, le ronronnement du générateur électrique. Des sons qu'il n'avait jamais entendus depuis son Pantouse climatisé de Nice. À côté de lui, Camille dormait d'un sommeil agité. Elle avait accepté qu'il reste, mais avec une méfiance palpable, comme si elle s'attendait à ce qu'il reparte au premier inconfort. Henri ne ferma pas l'œil de la nuit. Au petit matin, Camille le secoua doucement. « Papa, si tu veux vraiment rester, il faut que tu comprennes les règles. Ici, on ne fait pas de différence. Tout le monde participe, tout le monde aide. » Henri hocha la tête et suivit sa fille vers le centre de coordination, une table pliante installée sous une bâche tendue entre deux poteaux. Camille lui expliqua la situation, 53 familles, 187 personnes au total, fuyant les persécutions et la guerre. Ils avaient 3 jours pour organiser leur transfert vers un camp officiel en Allemagne avant que les autorités locales ne procèdent à des expulsions forcées. 3 jours pour déplacer tout ce monde, demanda Henri, incrédule. Bienvenue dans mon quotidien, répondit Camille avec un sourire amer. Henri retroussa ses manches, littéralement. Pour la première fois depuis des décennies, il ôta sa veste de costume et se mit au travail. Camille lui confia d'abord des tâches simples, distribuer les repas, aider à monter des tentes, porter des caisses de matériel. Henri découvrit que ses mains, habituées aux poignées de main et aux signatures de contrats, pouvaient aussi consoler un enfant qui pleurait ou aider une grand-mère à porter ses maigres affaires. Le deuxième jour, Camille lui présenta Amir, un homme de 40 ans qui parlait un français parfait. Amir était professeur de littérature à Alep, expliqua-t-elle. Il a fui avec sa femme et ses 3 enfants quand leur université a été bombardée. Henri serra la main d'Amir, troublé par la dignité qu'il lisait dans ses yeux fatigués. « Monsieur Dubois, dit Amir, votre fille nous a sauvé la vie. Sans elle, nous serions morts dans un camp de détention en Hongrie. » Henri regarda Camille, qui détournait les yeux, gênée. « Elle ne vous l'a pas dit ? Elle a payé de sa poche le transport de 15 familles. Elle a utilisé ses économies, vendu ses bijoux. » Henri sentit sa gorge se serrer. Les bijoux que sa mère avait légués à Camille, les économies qu'il lui versait chaque mois. Elle avait tout donné. Ce soir-là, père et fille s'assirent côte à côte sur des caisses de bois, partageant un repas de riz et de légumes en conserve. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit ce que tu faisais vraiment ?» demanda Henri. Camille resta silencieuse un long moment. « Parce que j'avais peur de ta réaction. Peur que tu essaies de m'arrêter, de me ramener dans ton monde. » Mon monde ? Le monde où tout s'achète, où tout se négocie. Où on peut fermer les yeux sur la souffrance tant qu'elle ne nous touche pas directement. Henri encaissa le coup. Il savait qu'elle avait raison. Et maintenant ? Tu as toujours peur ? Camille le regarda, vraiment, pour la première fois depuis des années. Maintenant, je vois un homme qui a abandonné ses affaires pour dormir dans un camp de réfugiés. Un homme qui distribue des repas sans se soucier de salir son costume à 1 000 €. Alors non, je n'ai plus peur. Le 3e jour, Henri prit une décision qui surprit tout le monde, y compris lui-même. Il appela Marcus Weber, son détective, et lui donna une mission inhabituelle, liquider discrètement une partie de ses actifs. Pas pour un investissement ou une acquisition, mais pour financer l'évacuation du camp et l'installation des familles en Allemagne. « Monsieur Dubois, dit Marcus, perplexe, vous parlez de 2 millions d'euros.
Vous êtes sûr de vous? Henri regarda autour de lui, Camille qui apprenait le français à des enfants, Amir qui aidait à réparer un générateur en panne, ces familles qui gardaient espoir malgré tout. Jamais été aussi sûr de ma vie. Quand Camille apprit ce qu'avait fait son père, elle fondit en larmes. Papa, tu ne peux pas. C'est trop? Camille, Henri prit les mains de sa fille dans les siennes, pendant 40 ans, j'ai gagné de l'argent. Aujourd'hui, pour la première fois, je le dépense pour quelque chose qui en vaut vraiment la peine. L'évacuation se déroula parfaitement. 3 bus affrétés par Henri emmenèrent les familles vers leur nouveau refuge. Henri et Camille accompagnèrent le convoi jusqu'à la frontière allemande. Quand Amir serra Henri dans ses bras avant de monter dans le bus, il murmura. Merci de nous avoir rendu notre dignité. Henri comprit alors que c'était lui qui avait retrouvé la sienne. Sur le chemin du retour vers la France, Henri et Camille roulaient en silence dans la voiture de location. Finalement, Camille brisa le silence. Papa, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Henri sourit, un sourire qu'il n'avait pas eu depuis des années. On recommence. Ensemble, cette fois. 6 mois plus tard, Henri Dubois avait vendu la moitié de son empire immobilier. Avec l'argent, il avait créé la Fondation Élisabeth Dubois, du nom de sa défunte épouse, dédiée à l'aide aux réfugiés en Europe. Camille en était devenue la directrice opérationnelle. Henri avait gardé 2 hôtels à Nice, suffisamment pour vivre confortablement, mais il passait désormais la moitié de son temps sur le terrain, aux côtés de sa fille. Un soir, dans leur nouveau bureau, un local modeste mais chaleureux dans le centre de Nice, Camille regarda son père qui étudiait les dossiers de nouvelles familles à aider. « Tu regrettes parfois » lui demanda-t-elle. Henri leva les yeux de ses documents. « Regretter quoi? Ton ancienne vie. Ton empire. Tout ce pouvoir. » Henri se leva et s'approcha de la fenêtre. En bas, dans la rue, il aperçut Ahmed, le petit garçon syrien qu'ils avaient aidé le mois dernier, qui jouait au football avec d'autres enfants. Sa mère, Fatima, leur avait envoyé une lettre la semaine précédente. Ahmed parlait maintenant français couramment et rêvait toujours de devenir pilote d'avion. « Camille, » dit Henri en se tournant vers sa fille, « j'ai passé 40 ans à construire un empire. Mais c'est seulement maintenant que j'ai l'impression de bâtir quelque chose qui durera vraiment. » Il s'approcha de sa fille et la serra dans ses bras. « Tu sais ce que j'ai appris dans ce camp de réfugiés? Que la vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on possède. C'est ce qu'on donne. Et surtout, c'est avec qui on le partage. » Camille sourit, les larmes aux yeux. « Maman aurait été fière de nous. » « Oui, » murmura Henri, « elle aurait été fière. » Cette nuit-là, Henri Dubois s'endormit paisiblement pour la première fois depuis des années. Il avait perdu un empire, mais il avait retrouvé sa fille. Et surtout, il avait découvert que le bonheur ne se mesure pas en millions d'euros, mais en vies transformées, en sourires d'enfants, en familles réunies. Il avait appris que parfois, pour tout gagner, il faut accepter de tout perdre. Et que l'amour d'un père pour sa fille peut déplacer bien plus que des montagnes, il peut déplacer des cœurs.